Bonjour à tous. Journée nationale de grève contre la réforme des retraites. Émission spéciale aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. On va vous montrer ce qui se passe sur l'arrondissement de Sarreguemines. Reportages et interviews vont se succéder tout au long de l'émission avec beaucoup d'interventions en direct. Et puis en deuxième partie, on donnera la parole à l'invité du jour, le député de la 5e circonscription de la Moselle, Vincent Settlinger. Bonjour. Bonjour. Dites-nous déjà, en un mot, vous êtes pour ou contre cette grève ? Alors, je pense que c'est forcément bien que les gens s'expriment. Donc je suis pour la grève, mais on parlera, je pense, plus tard de la réforme des retraites dans son ensemble. On en parlera. Et puis je précise aussi que la date de cette interview a été calée en amont. C'était fixé avant même qu'Elisabeth Borne dévoile le projet de retraite et que les syndicats choisissent la date d'aujourd'hui comme journée de mobilisation nationale. Mais du coup, eh bien, vous tombez à pic et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. On va d'abord donner la parole aux grévistes qui sont sur le départ pour la manifestation départementale à Metz. Et le premier interlocuteur, c'est Mathieu Risse, secrétaire du SNUDIFO 57. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la grève est très suivie, notamment dans l'éducation nationale? Est-ce que vous avez les premiers chiffres dans notre secteur? Oui, la grève, elle est massivement suivie aujourd'hui. Alors, je viens de voir que le ministère annonce, je crois, 42% de grévistes. Nous, on pense qu'on est largement au-dessus. C'est toujours un peu pareil, la bataille des chiffres. On estime qu'on est plutôt aux alentours de 70% aujourd'hui, dans les écoles en tout cas. Et là, vous êtes sur le départ, je disais, pour la manifestation à Metz. Est-ce que vous vous attendez à un cortège record? Oui, alors là, tout laisse à penser que ça va être une vraie réussite aujourd'hui, sans doute encore au-delà de ce qu'on a pu connaître en décembre 2019. Alors il y a plusieurs choses qui l'indiquent. Effectivement, moi je vous donnais les taux de grévistes, les écoles fermées, etc. dans l'éducation nationale. Après, au-delà de ça, il y a le nombre de bus qu'on commande. On a aujourd'hui 4 bus FO qui partent de Sarreguemines. C'est là aussi un bon indicateur. Voilà. On sent que la mobilisation est là dans tous les secteurs d'activité. Donc on verra en arrivant à Metz. On avait plus de 10 000 personnes en décembre 2019. On espère être au moins autant. Le but, c'est de faire plus. Alors, quels sont les slogans que vous allez scander? Quelles sont vos revendications? Alors, sur les slogans, nous, pour l'enseignement, je crois que sur notre banderole, on a mis « Macron, tu dépasses les bornes, augmente nos salaires, pas nos temps de carrière ». Voilà, pour la petite histoire. Et puis, les revendications, après, clairement... aujourd'hui, on est vraiment sur les retraites. On refuse l'allongement de la durée de cotisation et le passage surtout de 62 à 64 ans. L'âge limite pour partir en retraite. Donc là, nous, on demande vraiment l'abrogation. On veut revenir en arrière. On refuse tout allongement de la durée de cotisation. Et aujourd'hui, c'est la revendication centrale. Alors, il y a bien sûr dans tous les secteurs d'activité plein d'autres revendications derrière. En tout cas, aujourd'hui, c'est les retraites. Et puis, si on arrive à faire reculer le gouvernement sur les retraites, ce sera pour nous un point d'appui pour gagner sur l'ensemble de nos revendications. Mais pour d'autres combats, éventuellement. Clairement, c'est unique. Alors, vous le disiez, ce sont tous les secteurs d'activité qui sont concernés par cette grève. Ce sont aussi tous les syndicats qui appellent à la mobilisation, même ceux qu'on ne voit pas souvent manifester, comme la CFDT et la CGC. Vous en dites quoi de ce front uni des syndicats ? Écoutez, c'est formidable. Après, on verra combien de temps ça dure. On espère que la CFDT restera aussi longtemps que possible dans la bataille parce qu'on sait que souvent, elle finit par lâcher parce que le gouvernement a sans doute quelques cartouches pour essayer de se mettre les syndicats réformistes dans la poche. Après, tant mieux, on a un front uni aujourd'hui. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, nous, à notre niveau, on fait tout pour... que ça perdure le plus longtemps possible. Alors justement, vous dites le plus longtemps possible, parce qu'une journée de mobilisation, même massive, a peu de chances de faire plier le gouvernement. Vous imaginez comment la suite du mouvement ? Déjà, de toute façon, il faut réussir la journée d'aujourd'hui. Ça semble bien parti, comme je disais. On pense que pour aujourd'hui, c'est quasiment gagné. Maintenant, dès ce soir, les intersyndicales vont se réunir à tous les niveaux, aussi bien au niveau départemental que national. Des assemblées générales aussi se tiennent aujourd'hui. Dans l'enseignement, par exemple, les premières assemblées générales avaient lieu ce matin. En fin de manifestation, il y aura une prise de parole. Et puis dès ce soir, comme dit, les discussions vont reprendre en intersyndicale. Et ça peut être que le début d'une forte mobilisation, d'une mobilisation puissante. Parce que si on veut les faire reculer, il faut qu'on montre aujourd'hui qu'on est prêt à engager la bataille. Mais derrière, il faudra très rapidement reprendre des initiatives. Et sans doute déjà dès demain. Je sais que des collègues, par exemple dans l'enseignement, ont déjà prévu de poursuivre la grève demain.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu Rhys pour votre témoignage en direct sur Mosaïque Cristal. Que deviennent les écoliers quand leurs enseignants font grève? Depuis 2008, il y a le service minimum. À Sarreguemines, il a fallu se préparer à accueillir le maximum d'écoliers suite à la grève massive des professeurs dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce sont 67% des enseignants du premier degré qui sont en grève dans la cité faïencière. La ville a donc mis en place un service minimum d'accueil. Reportage d'Emilia Zell, Morane Grandcola et Gabin Muller. En ce jour de grève généralisée, les écoles ne sont pas épargnées. La ville de Sarreguemines a dû s'organiser pour faire face à cette journée de mobilisation. En tout, ce sont 37 enseignants qui sont en grève. Légalement, à partir du moment où dans une école, 25% des professeurs sont absents, la ville a l'obligation de mettre en place un système d'accueil. Et donc, nous avons décidé de réunir l'ensemble des enfants de professeurs grévistes ici au périscolaire des Écureuils. Ce service minimum d'accueil fonctionne en parallèle du périscolaire classique. Pour s'occuper de cette dizaine d'enfants, 2 animateurs du service jeunesse de la ville, une assistante d'école maternelle et une assistante de langue allemande ont été réquisitionnés. Globalement, les parents soutiennent le mouvement de grève. Pour la grève, oui, je suis d'accord avec. Malheureusement, je ne peux pas y participer parce que je dois travailler, mais je suis d'accord avec. Oui, je la soutiens, parce que je pense que les temps actuels sont assez durs pour tout le monde et que, écoutez, tout le monde a le droit, aussi bien que les médecins. On a un mouvement de grève des médecins, un mouvement de grève des enseignants. Ils défendent leurs droits, ils ont raison. Moi, je suis bien contente qu'il y ait ce service minimum de garde, parce que moi, je ne serais pas gréviste et puis... après je comprends la grève. Ce n'est pas la première fois que la ville doit mettre en place un tel dispositif. On est pratiquement chaque année un épisode de grève où nous devons intervenir. Habituellement, on n'a pas trop de grévistes, d'écoles grévistes. C'est vrai que là, c'est un peu plus important qu'habituellement. Malgré les centaines d'écoliers concernés, beaucoup de parents ont trouvé une autre solution de garde, puisque moins d'une dizaine d'enfants ont été accueillis au périscolaire des Écureuils. Le service minimum est obligatoire dans toutes les communes où plus de 25% des professeurs des écoles sont en grève, mais il est souvent difficile à mettre en place, en particulier dans les petites communes. Certaines n'en proposent pas aujourd'hui. C'est le cas par exemple à Val-d'Ouz où la municipalité a prévenu les parents que l'ensemble de l'équipe est en grève, enseignants, ATSEM, périscolaire et cantine, que l'école est donc fermée et qu'il n'y a pas de service minimum. Difficile d'avoir tous les chiffres du nombre de grévistes dans les établissements publics, mais globalement, nous pouvons dire que la grève est surtout très suivie dans les établissements scolaires et à la SNCF. Elle est plutôt limitée dans les collectivités comme la CASC et la CCPB. Quelques éléments d'infos dans ce reportage de Francis Hoffman. Globalement, les parents craignaient la fermeture des crèches. Au final, le mouvement est très peu suivi. Celle de Beach, de Rohrbach et de Hambach affiche 0 grévistes. La bulle enchantée de Sarreguemines recense 35% d'absents. À la CASC, le service public est assuré à tous les niveaux. 5 grévistes étaient recensés à 10 heures. À la communauté des communes du Pays de Beach, la grève n'est pas suivie non plus. 3 grévistes étaient recensés. À la gare de Sarreguemines, le plan de transport a été anticipé. Au vu des ressources déclarées, le personnel de bord étant insuffisant, aucun train ne circulera aujourd'hui. La gare est cependant ouverte, le présentéisme du personnel au sol étant suffisant. Dans le primaire, lors de la dernière mobilisation d'ampleur contre la réforme des retraites, les enseignants s'étaient fortement mobilisés avec un taux de grévistes atteignant 70%, source syndicat. Les prévisions de grève annoncées pour aujourd'hui restent au même niveau de 70%. Le rectorat n'a pu donner les chiffres exacts ce matin concernant le 5 lycées publics de l'arrondissement. Nous avons cependant les chiffres de Sainte-Chrétienne-la-Salle, 6 grévistes sur 59 enseignants. On va maintenant à Continental où Julie Malika et Francis Hoffman ont rencontré des grévistes qui étaient en train de monter dans les bus pour aller manifester à Metz. Vous êtes à quelques mois de la retraite, des nouvelles mesures vous impactent directement? Oui, j'aurais pu partir l'année prochaine à 60 ans, avec carrière longue. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'on va. À mon avis, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous dérange dans la réforme des retraites? Qu'ils ont reporté l'âge légal.
Ce que je fais aujourd'hui, je me vois mal le faire encore à 60-61 ans. Donc voilà, c'est trop compliqué, c'est trop physique et donc je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Du coup, nous on travaille chez Mibel, Carole, et moi je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans, j'ai 28 ans et 64 ans c'est encore très loin, donc non, ça va pas être possible. Notre message il est clair, c'est de faire passer pour le coup un message à notre gouvernement qu'il faut clairement tenir compte de la pénibilité de nos métiers, des conditions de travail qui sont difficiles, en l'occurrence dans une usine de fabrication de pneumatiques. La réforme des retraites concerne tout le monde. Que pensez-vous des manifestations contre cette réforme? Julie Malika et Victor Duflo sont allés hier après-midi à votre rencontre et vous ont tendu le micro. Que pensez-vous de la manifestation qui va se dérouler contre les réformes de retraite? Je pense qu'elle est justifiée, parce qu'on a besoin de manifestations pour montrer que ça va pas. Donc c'est bien qu'ils agissent pour une fois. C'est une très bonne chose de manifester comme ça, parce que moi je suis personnellement pas d'accord. Je trouve qu'on travaille de plus en plus longtemps et au bout d'un moment, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de vivre jusqu'à 65 ans et il faut aussi se reposer à un moment. Alors je pense que c'est une excellente idée, une belle initiative. Il faudra bien défendre tout ce qui a été gagné pendant toutes ces années. La retraite à 64 ans, ça dépend effectivement du travail qu'on exerce et dans la pénibilité du travail, ça peut être difficile. Il serait temps qu'on bouge en France parce qu'on nous enlève tous les aides, tout ce qu'on a eu droit, que nos ancêtres ils nous ont remis en place et que ça suffit. On a un gouvernement, il ne vaut rien du tout. Et on est à ce niveau-là. Donc pour vous, c'est une bonne chose cette manifestation? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi du coup? Je pense qu'il n'y en a pas assez, justement, des manifestations. Je suis entièrement d'accord qu'ils manifestent. Je suis content, qu'on commence de nouveau à manifester. Parce que depuis les Gilets jaunes, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est anormal que la retraite est rallongée, donc l'âge de la retraite est rallongé. La manifestation, elle est assez légitime, puisqu'il y a une grosse remise en question, notamment pour les jeunes, mais aussi les retraités qui étaient prévus de partir à la retraite d'ici, pour certains, quelques mois à venir, et qui, en fin de compte, vont voir leur retraite s'allonger d'à peu près d'1 an. Donc oui, cette manifestation, elle est légitime, elle doit avoir lieu. Est-ce qu'elle aura réellement une incidence sur la décision du gouvernement? Au jour d'aujourd'hui, j'y crois pas. Vous comprenez du coup les gens qui vont aller manifester Pas complètement, parce qu'on a une espèce de coagulation des mécontentements. Il y a les retraites, il y a l'essence, il y a le niveau de vie. Le problème, c'est que le gain, on a une espèce de confusion de tout. On a les lycéens qui vont manifester également. À la fin, la question avec la succession des manifestations, une manifestation d'importance. Mais on ne sait plus très bien pourquoi on manifeste. C'est un choix personnel qui n'est pas le mien, c'est tout. Je ne suis pas spécialement d'accord avec les revendications, donc je ne ferai pas grève parce que je pense que cette réforme est nécessaire. Est-ce que vous comprenez les gens qui font grève? Bien sûr, c'est un droit, c'est normal, je comprends, mais moi je ne cautionne pas. Est-ce que vous avez participé à cette manifestation? Malheureusement non, je n'ai pas le temps. Je suis entrepreneur, c'est très compliqué. Mais je suis de tout cœur avec eux. Malheureusement non, je suis frontalière, donc de toute manière je ne suis pas concernée puisqu'en Allemagne la retraite est encore plus tardive, elle est à 67 ans. Non, je ne vais pas participer à cette manifestation puisque j'ai fait le choix de ne plus compter sur ma retraite, mais de capitaliser pour pouvoir avoir des fonds lors de mes vieux jours. Alors, pas du tout. Je ferai volontairement une contre-manifestation pour la politique de Macron et pour cette réforme. On est maintenant en liaison avec Raphaël Didier. Bonjour. Bonjour Julia. Alors on a un peu d'écho, je vais préciser pour les téléspectateurs. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université de Lorraine, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés bien sûr dans l'économie. Alors quel est votre regard d'économiste sur cette réforme ? Écoutez, j'ai surtout l'impression que le gouvernement s'est précipité dans la énième réforme dite paramétrique, alors que depuis 30 ans, on attend une réforme d'ensemble du système qui permettrait de le pérenniser et pas des retours incessants tous les 5 ans avec des manifestations à la clé. Globalement, est-ce que cette réforme elle est nécessaire selon vous et est-ce que c'est le bon moment pour la faire ?
Alors, sur la question du timing, c'est, je pense, le pire moment, puisque quand on est dans un deuxième mandat politique et que on a eu les gilets jaunes et ensuite une grave crise et maintenant l'inflation, c'est certainement pas le moment de commencer une telle réforme. Et de plus, son caractère inéluctable me semble curieux, parce que le gouvernement fait référence à un rapport que tout le monde cite, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui lui nous dit qu'il n'y a absolument pas urgence à réformer massivement le système tout de suite. On aurait pu prendre le temps de la réflexion et, comme je le dis, faire une vraie réforme d'ampleur. Malheureusement, certaines volontés politiques se sont imposées plus que d'autres et on est parti sur une réforme qui ne satisfait visiblement personne. Mais est-ce qu'elle peut fonctionner, cette réforme, et si oui, à quelles conditions? Qu'est-ce que vous auriez prôné, vous? Alors, votre question est très intéressante parce qu'effectivement, pour qu'une telle réforme fonctionne, et ça c'est très peu compris, il faut absolument que le taux d'emploi des seniors, au moins des plus de 55 ans, voire des plus de 60 ans, augmente. Pour qu'on ait un chiffre, le taux d'emploi des plus de 60 ans, des 60-64 ans en France, est déjà de 11 points inférieur à celui de la moyenne européenne. Donc tant qu'on n'arrivera pas à avoir plus de personnes qui travaillent et qui sont en possibilité de trouver un travail, parce que je crois que c'est ça la réalité, déjà de réussir à trouver un travail après 55 ou 60 ans, je ne vois pas comment cette réforme pourrait réussir, puisqu'elle ne peut que pousser les gens vers la précarité, ceux qui ne trouveront pas d'emploi et qui ne pourront pas aller à la retraite. Et ces gens iront soit vers des allocations sociales, soit vers pire. Et là, en l'état, à vos yeux, qui sont les plus grands perdants avec cette réforme? Bien, écoutez, pour les cadres, la question ne se pose pas. Des gens qui auront fait des études commenceront par exemple à 22 ou 23 ans à commencer à travailler, sachant que la durée de cotisation s'élèvera à 43 voire 44 ans. Faites le calcul, passer l'âge légal à 64 ne change rien pour eux. En revanche, pour toute une classe moyenne qui a commencé à travailler plus jeune ou qui aurait des carrières plus hachées, évidemment, la question va se poser. Il y aura des difficultés à terminer sa carrière. Et encore une fois, on revient à la question de l'emploi après 55 ans. Donc, beaucoup de perdants au niveau de la classe moyenne. Et est-ce qu'il y aurait quand même des gagnants si cette réforme était appliquée en l'état? Mais j'ai envie de dire que le vrai gagnant, ce serait l'État, parce que, enfin du moins le régime de sécurité sociale de retraite, puisque l'idée, c'est qu'il y a effectivement un déficit qui est prévu pour ce système sur les 25 prochaines années. Un déficit qui n'est pas insupportable, hein, contrairement à ce que l'on dit. C'est le rapport du COR qui le dit d'ailleurs, que ce n'est pas insupportable. Mais il y a une volonté du gouvernement de vouloir baisser les dépenses publiques à tout prix, et la retraite est un moyen comme un autre d'y arriver. Donc le seul gain, ce serait effectivement des gains financiers, encore qui seraient d'ailleurs partiellement compensés par le fait qu'il faudrait payer pour une augmentation du chômage des seniors, une augmentation de la précarité des seniors. Et en fin de compte, on se dit que l'État est peut-être le premier qui a organisé ce problème, puisque je rappelle que les exonérations de cotisations sociales qu'il a mis en place depuis quelques années, eh bien, ont quelque part grevé les caisses du système de sécurité sociale. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Didier pour toutes ces explications. On va essayer d'établir la liaison maintenant avec Julie Malika à la gare routière de Sarreguemines. Alors, Julie Malika, dans le bus pour partir à la manifestation contre la réforme des retraites. Eh bien là, actuellement, nous avons à peu près une cinquantaine de personnes dans le bus, prêts à manifester, tout simplement. Ils sont motivés, nous le voyons. Combien de bus partent de Sarreguemines? Nous, de la CFTC, il y a deux bus. Il y a ce bus-là, le bus où il y a toutes les personnes qui font partie de la vie de Sarreguemines, de la CFTC, et un autre bus Continental où c'est vraiment les salariés Continental, les adhérents Continental qui vont direction Metz. Donc direction Metz, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va se rejoindre tous à Metz et on va manifester pour justement, enfin plutôt contre la réforme qui est en cours, tout simplement. Écoutez, très bien, merci beaucoup. Mais de rien. Et merci Julie qui est allée carrément à l'intérieur du bus. Alors vous l'avez vu, si de nombreux bus prennent la direction de Metz pour rejoindre la grosse manifestation départementale. À Sarreguemines, les surveillants de la maison d'arrêt se sont mobilisés depuis 7 heures ce matin pour dénoncer les nouvelles mesures prévues par le gouvernement. Pas de blocage, mais un appel à la mobilisation générale a été lancé par la CGT pénitentiaire. Le but, réunir tous les travailleurs en un même point et faire entendre leur voix. Reportage de Morane Grandcola.
C'est une mobilisation générale qui se tient depuis ce matin devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Suite aux annonces de la Première ministre concernant la réforme des retraites, les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt se sont mobilisés pour montrer leur mécontentement. Ce matin, on a fait un appel aux collègues à venir. Alors nous, on n'a pas le droit de grève, donc c'est un appel à la mobilisation, attention aux mots. On a fait un appel à la mobilisation pour les collègues et on accueille, comme vous le voyez, d'autres personnes qui sont venues se joindre à nous. Cette réforme des retraites concerne tout le monde. La CGT pénitentiaire a donc lancé un appel plus tôt dans la semaine pour inviter tous les autres corps de métier à se joindre au mouvement ici à Sarreguemines. L'appel a été entendu. Voilà, essentiellement, déjà j'ai fait du covoiturage avec ma collègue, vu déjà le prix de l'essence. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne monte pas sur Metz, Strasbourg ou plus loin. Ah oui, c'était nécessaire, oui. On n'est vraiment pas contente, les assistantes maternelles, parce qu'on a notre retraite minimum, pas minimum, mais 64 ans. Ça peut aller, on peut travailler peut-être jusqu'à 68 ans. Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions de retraite en fait que les autres. Une vingtaine de personnes s'est donc réunie tôt dans la matinée devant les portes du pénitencier. Le groupe d'action de la NUPES de Sarreguemines s'est aussi déplacé pour soutenir la cause. Alors la réforme des retraites, c'est évident que ce changement pour les travailleurs qui, comme ici, se sont engagés avec une retraite au départ qui était à 52 ans, puis qui est repoussée à 54, 56, 60, alors que c'est un métier qui est très difficile, c'est inacceptable. Mais ici, c'est l'illustration, on va dire, de un des corps de métier difficiles où plus on vieillit, moins on est en phase avec les délinquants et puis physiquement, l'engagement est beaucoup plus pénible. La mobilisation sera maintenue tant que les citoyens et les travailleurs seront mobilisés pour dénoncer cette réforme des retraites. Donc ça, c'était les images de ce matin. La mobilisation est toujours en cours. On retrouve Morane Grandcola devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. On l'a vu, les agences sont mobilisées. Alors dis-nous, en quoi cette réforme des retraites va-t-elle impacter spécifiquement le milieu pénitentiaire ? Alors déjà, Julia, il faut savoir que certaines professions bénéficient d'un régime spécial de retraite. Il y en a 15 en tout répartis en 3 groupes. Alors on a par exemple le régime des entreprises et établissements publics, comme à la SNCF ou à la RATP par exemple. Les autres régimes minoritaires réunis autour d'une profession ou d'une entreprise. Et enfin, le régime spécial de la fonction publique qui concerne les fonctionnaires et les militaires. Alors c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Cette réforme des retraites annoncée par la Première ministre début janvier prévoit une modification des régimes spéciaux. C'est d'ailleurs en partie pour cela que les surveillants pénitentiaires se mobilisent aujourd'hui. À côté de moi, Alfred Sarek, secrétaire régional de la CGT pénitentiaire. Alors monsieur Sarek, en quoi cette réforme va-t-elle impacter votre profession ? Cette réforme est profondément injuste parce qu'on va déjà commencer à rogner sur les quelques avantages entre guillemets qu'on avait pour notre profession. On va peut-être attaquer notre 1/5 qui fait partie du cadre actif, ce qui nous obligerait à travailler au moins jusqu'à 64 ans. On se voit mal, nous, avec la pénibilité de notre métier, travailler jusqu'à 64 ans sur les coups avec une surpopulation galopante, une population pénale de plus en plus jeune et de plus en plus violente. Il n'est pas possible pour nous de continuer à travailler comme ça. On n'arrivera pas à recruter des jeunes pour venir travailler chez nous en sachant que beaucoup de nos collègues vont partir bientôt. Nos revendications ne sont absolument pas entendues. On cherche à avoir la catégorie B et à avoir une valorisation de notre métier. Et ça, avec cette réforme-là, on va carrément dans l'inverse. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait. Et malheureusement, il n'y a pas de véritable dialogue avec le gouvernement à ce sujet et on le regrette. Alors justement, quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Nous, ce qu'on revendique, c'est que très rapidement, le gouvernement nous entende sur la catégorie B, sur la revalorisation de notre salaire, sur le recrutement, parce qu'il manque énormément de personnel et ça devient très compliqué pour nous. Qu'on essaye aussi de juguler cette surpopulation galopante et faire en sorte que les conditions de travail soient plus honorables et qu'elles attirent justement plus de gens pour qu'on puisse recruter le plus rapidement possible. Et un dernier mot, monsieur Sarek, vous mobilisez aussi aujourd'hui pour dénoncer une injustice.
Oui, tout à fait. Malheureusement, notre collègue Alex Moy s'est donné la mort en mars de l'année dernière. Une enquête a été diligentée. On attend de notre administration et de notre ministère qui nous apporte des réponses à ce sujet. Malgré tous nos efforts, personne ne nous répond pour l'instant. On attend d'avoir au moins une réponse à ce sujet, ne serait-ce que de la part de notre administration. Voilà, donc l'enquête est toujours en cours. Merci beaucoup, Monsieur Sarek. Donc voilà, Julien, la mobilisation est toujours en cours et sera maintenue tant que les citoyens et les travailleurs seront là. Je le rappelle, la CGT pénitentiaire invite tous les corps de métier à se joindre au mouvement. Il n'est donc pas trop tard pour venir soutenir la cause. Merci Maureen. Et puis on reparlera de ce mouvement national dans notre émission de demain avec un reportage au cœur de la manifestation départementale à Metz. Pour le moment, on jette un œil aux prévisions météo pour demain avant de passer à l'interview de l'invité du jour, le député Vincent Settlinger. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, l'hiver continue de s'installer sur notre secteur. Même si le ciel sera plutôt dégagé en première partie de journée, le froid sera tout de même bien présent. Et en deuxième partie de journée, on retrouvera des nuages et même quelques flocons. Côté température, les minimales iront de -2 à 0 degrés et les maximales de 1 à 2 degrés. Demain, nous fêtons les Sébastiens et il fera jour de 8h16 à 17h08. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Oui, le rendez-vous que nous avons d'abord toutes les deux nous permet de faire connaissance. Il est bien entendu confidentiel. La sexualité peut faire partie de la relation, c'est vous qui choisissez. En me communiquant votre désir de ne plus vouloir de relations sexuelles, je vais sélectionner pour vous des messieurs qui eux aussi ne veulent plus ou ne peuvent plus avoir de rapport. Il s'agit de respecter les choix de chacun, qu'ils soient liés à leur passé médical ou affectif. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre. Cette semaine, je reçois le grand magicien et ventriloque Anthony Majestic. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Des conneries. Anthony, oui. La semaine dernière, j'étais le seul à répondre à la question de la maîtresse. Et c'était quoi la question? Qui a mis une punaise sur ma chaise? Dis-moi, Lulu, tu sais calculer? Oui. Alors 12 bouteilles de vin à 3 €, ça fait combien? Chez nous, à la maison, ça fait 3 jours. Mais tu calcules comme une tête de pipe. Allez, je te laisse une autre chance, d'accord? Vous allez en prendre plein la vue. Ne manquez pas votre rendez-vous artistique. C'est mardi sur Mosaïque Cristal. Interview des élus en début d'année. Aujourd'hui, c'est au tour du député Vincent Settlinger. Alors je vais quand même commencer par repréciser pour nos téléspectateurs que c'est le hasard qui a fait que vous êtes mon invité aujourd'hui en ce jour de grève nationale. La date de votre interview a été convenue avant même finalement qu'Elisabeth Borne dévoile le projet de réforme des retraites, mais l'occasion est trop belle. Alors que pensez-vous de cette réforme ? Écoutez, je pense que d'une part,
il est quand même nécessaire de faire quelque chose au niveau des retraites parce que je pense qu'à court ou moyen terme, nos régimes de retraite risquent d'être déficitaires, donc il y a des choses à faire. Après, évidemment, le projet qui a été présenté il y a quelques jours par le Premier ministre, pour l'instant, ne me convient pas. Je pense qu'il y a encore pas mal d'ajustements à faire et j'espère que l'Assemblée nationale va être également entendue et qu'on va pouvoir modifier sur plusieurs points ce projet parce que ce qui manque finalement, c'est des cotisations pour pouvoir faire que le régime soit à l'équilibre sur le long terme et pour qu'il y ait des cotisations. Je pense aussi à l'emploi, par exemple, des seniors. Ça a été dit tout à l'heure par l'économiste Raphaël Didier. Il faut qu'on incite les personnes, même retraitées, qui le souhaitent, à travailler encore quelques heures. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est complexe. Il y a pas mal de conditions, il y a des plafonds horaires à ne pas dépasser. Donc je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que celles et ceux qui veulent travailler alors qu'elles sont déjà retraitées peuvent encore travailler quelques heures, par exemple, par semaine. S'il y a les ajustements que vous désirez, est-ce que vous allez voter pour ce projet à l'Assemblée nationale ? Alors, comme dit, à l'heure actuelle, je m'oriente plutôt vers un vote négatif, mais ce que j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est malheureusement le système institutionnel français avec une assemblée qui était longtemps un peu une chambre d'enregistrement, avec le gouvernement qui annonçait et ensuite l'assemblée qui faisait simplement avaliser le projet gouvernemental. Depuis quelques mois, grâce au fait qu'il n'y ait plus de majorité absolue pour le gouvernement, c'est un peu moins le cas. J'espère que pour les retraites, ce sera à nouveau le cas et que le projet va pouvoir être amendé. Et si c'est amendé, je me réserve la possibilité évidemment de voter pour une simple raison, c'est que je pense qu'il faut évidemment voter non pas pour des simples raisons partisanes, mais il faut savoir ce qui est le mieux pour notre pays. Et je pense que ne rien faire aujourd'hui, c'est prendre le risque que dans 10 ans, dans 15 ans, nous ayons un déficit et qu'à ce moment-là, les mesures qui devront être prises seront encore plus sévères, encore plus strictes. Donc mieux vaut peut-être aujourd'hui faire quelques ajustements. Mais c'est vrai que sur l'âge légal, là par contre, ça me heurte un petit peu parce que je pense qu'il aurait fallu plutôt travailler sur cette durée de cotisation et non pas sur cet âge légal. Donc vous comprenez en partie, voire en grande partie, les revendications des manifestants. Je crois que c'est très important, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, Julia, sur le fait est-ce que je suis pour ou contre la manifestation. Je suis pour, dans le sens où ça permet à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue, de faire bouger le texte, parce que je crois que c'est la démocratie sociale. C'est aussi un peu ce qui manque en France les dernières années, où on a tendance à ce que le gouvernement propose un texte et à ce que les syndicats ou le patronat ne soient pas forcément toujours entendus. Je pense, saisissons-nous de cette réforme pour que, là encore, le gouvernement entende les syndicats, entende le patronat pour pouvoir aménager cette réforme. Et si au lieu d'entendre, le gouvernement utilise encore une fois le 49.3 pour faire passer cette réforme du coup sans vote de parlementaires, quelle serait à ce moment-là votre réaction ? Oui, je pense que là, il y aurait quand même un problème de démocratie. Le 49.3, c'est un outil qui est parfois nécessaire parce qu'on l'a vu, pas seulement lors de cette mandature-là, mais lors de d'autres mandatures, il peut y avoir des moments où le gouvernement n'arrive pas à avoir de majorité. Mais je crois qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de parcimonie. Et pour une réforme aussi importante et qui impacte autant de personnes que cette réforme des retraites, ce serait juste intolérable d'utiliser le 49.3. Bon, je pense que cette année, on aura encore l'occasion de reparler de la réforme des retraites. On va revenir à une forme plus standard d'interview de début d'année. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la 5e circonscription de la Moselle en 2022 ? Alors écoutez, 2022, c'est un petit peu la fin du Covid, puisque un certain nombre d'activités ont repris, que ce soit au niveau des associations, au niveau des communes. C'est un peu le retour à une forme de normalité. Mais c'est aussi le retour de l'inflation, avec un certain nombre d'entreprises en difficulté, avec des foyers en difficulté parce que le prix de l'essence ont atteint des records, parce que les prix dans les supermarchés ont augmenté. Donc c'est une année particulière et c'est certainement le début d'une période qui risque d'être assez longue parce que l'inflation ne va pas s'arrêter d'un coup. Et puis c'est évidemment la guerre en Ukraine avec l'accueil dans plusieurs communes. Je pense notamment à Sarralbe, je pense à plusieurs communes dans le Pays de Beach,
Sarreguemines qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens. Et je crois que cette preuve de solidarité, de fraternité pour nos amis ukrainiens, c'était quand même assez fort. Et ça continue encore maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que les familles qui accueillent, qui hébergent ces Ukrainiens, ce n'est pas uniquement quelques jours, c'est maintenant depuis quelques mois. Et avec toutes les tracasseries administratives, je suis souvent saisi par des personnes qui hébergent des Ukrainiens. Et c'est vrai que pour le permis de conduire, pour le titre de séjour, enfin, c'est autant de soucis administratifs qui malheureusement un peu compliquent leur vie. Aujourd'hui, ça fait 7 mois, jour pour jour, que vous êtes devenu député. Quel est votre premier bilan? Quelles ont été vos actions? Alors, 7 mois, effectivement, et ça a été extrêmement dense parce que, si vous voulez, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée fait que toute décision prend beaucoup de temps. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est quasiment le premier jour où on est arrivé à Paris à l'Assemblée. Il fallait donc élire le président ou la présidente. C'est une présidente, la première présidente de l'Assemblée. En temps normal, lors d'une mandature classique, ça prend quelques minutes puisqu'il y a un seul scrutin et le président est élu par la majorité. Là, étant donné l'absence de majorité, il a fallu plusieurs tours de scrutin, et comme ça pour plein de textes, pour plein de décisions qui prennent beaucoup de temps. Donc ce que me disent mes collègues, parce que évidemment je n'ai pas forcément le recul puisque c'est mon premier mandat, mais tous mes collègues me disent voilà, ça demande énormément de présence à Paris, à l'Assemblée, parce que tout prend plus de temps. Après, sur ces 7 premiers mois, il y a quand même déjà des mesures emblématiques qui ont été adoptées. Moi, je pense par exemple à cette déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, parce que j'ai le souvenir d'avoir reçu des personnes, que ce soit à Orbach en mairie quand j'étais encore maire, ou à ma permanence à Sarreguemines, qui me disaient voilà, je suis malheureusement handicapé, je reçois cette AAH, et je ne peux pas me marier alors que je suis depuis 10 ans ou 20 ans en couple avec l'homme que j'aime, et je n'ai pas le droit de me marier alors qu'aujourd'hui un homosexuel peut se marier, enfin voilà, plein de personnes peuvent se marier sauf les personnes handicapées parce qu'on perd cette AAH, et l'Assemblée nationale a décidé il y a quelques mois de déconjugaliser, donc de permettre à ces personnes-là de se marier. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une formidable avancée. Après, il y a évidemment, en termes de pouvoir d'achat, on a essayé au maximum de redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français. Je pense notamment à la ristourne carburant, à ces 10-20 centimes de réduction à la pompe. Mais c'est vrai, il faut aller encore plus loin parce qu'on voit les ravages aujourd'hui de l'inflation. Alors, c'est peut-être ça, vous le disiez à l'instant, la déconjugalisation pour l'allocation adulte handicapé, c'est peut-être ça le texte qui vous tenait le plus à cœur, pour lequel vous avez voté. Est-ce que parmi les projets et propositions de loi, quel serait le plus important contre lequel vous avez voté ? Le plus important contre lequel j'ai voté, il y a différentes choses, notamment, moi je pense en matière de soutien aux communes, je pense en matière de soutien aux EHPAD. On sait aujourd'hui que... Et vous avez voté contre ? J'ai voté contre le texte présenté par le gouvernement qui ne prévoyait pas les augmentations nécessaires, alors que les amendements de députés, de collègues LR par exemple, prévoyaient d'augmenter certaines dotations, prévoyaient de faire en sorte que les EHPAD, que les communes aient plus de liberté financière. Et donc voilà, j'ai voté contre effectivement ces propositions du gouvernement. Et à la tête des Républicains, est-ce que vous avez voté pour Éric Ciotti ? Oui, alors c'est vrai que c'était une campagne qui a eu lieu ces dernières semaines. J'ai voté pour Éric Ciotti pour différentes raisons, notamment une raison très personnelle, c'est que quand je suis arrivé à l'Assemblée fin juin, Éric Ciotti était l'un des premiers députés avec lequel je me suis entretenu, et il m'a dit écoute Vincent, je suis là, n'hésite pas à m'appeler, je suis à ta disposition, et effectivement c'est quelqu'un qui est extrêmement humain et extrêmement convivial et sur lequel on peut vraiment compter, donc je suis heureux effectivement qu'il soit aujourd'hui président des Républicains. Et alors aujourd'hui, comment se profile 2023 pour vous ? Quels sont les dossiers auxquels vous avez le plus envie de vous atteler ? Alors je crois comme je l'avais déjà dit lors de ma campagne électorale, c'est tout ce qui concerne notamment les frontaliers. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même là aussi un certain nombre de problèmes pour eux. Il faut quand même rappeler qu'on a à peu près 400 000 frontaliers en France, beaucoup pour la Suisse, beaucoup pour Luxembourg,
moins pour l'Allemagne. Et donc ce qui est aujourd'hui complètement inadmissible, c'est qu'il existe parfois des accords France-Suisse pour les Français qui travaillent en Suisse. Il existe des accords France-Luxembourg, mais malheureusement, il existe moins souvent des accords pour les Français qui travaillent en Allemagne. Et donc, je souhaiterais être le porte-parole de ces personnes pour qu'il puisse y avoir là aussi des accords de réciprocité, pour que les frontaliers allemands ne soient pas un petit peu des citoyens de seconde zone par rapport aux frontaliers suisses ou aux frontaliers luxembourgeois. Après, il y a évidemment l'aspect médical. Je pense que tout le monde en est conscient. À titre personnel, je suis également souvent sollicité à la permanence par des personnes qui ne trouvent pas de médecin, qui ne trouvent pas de médecin spécialiste, qui ne trouvent pas d'infirmier. Et ça, c'est juste pas possible qu'en 2023, en France, on a des personnes qui n'arrivent pas à se soigner. Et puis la situation, évidemment, de l'hôpital de Sarreguemines qui est en difficulté, tout le monde le sait, puisqu'il manque beaucoup de médecins, il manque des infirmiers. Enfin, voilà. Donc là aussi, sur le médical, il faut vraiment qu'on se batte en 2023. Beaucoup de grands combats à mener cette année. Il vous reste 30 secondes pour vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en ce début d'année ? Écoutez, je voulais d'abord encore vous remercier, Julia et Mosaïque Cristal, pour cette invitation. Et je voulais ensuite souhaiter à toutes et à tous qui nous regardaient aujourd'hui une belle et une heureuse année 2023. Évidemment, la santé, c'est essentiel. Évidemment, on espère que ce conflit ukrainio-russe puisse cesser. Et puis, je vous souhaite beaucoup de moments de convivialité, parce que je pense que c'est ça finalement la vie, c'est de pouvoir être ensemble lors d'un café, lors d'un repas. Et je crois que c'est aussi ce qui fait un peu l'identité de notre territoire de Sarreguemines-Beach-Aralp, c'est le fait qu'on soit des bons vivants, on aime bien boire un verre entre amis, et je crois que c'est important que 2023 soit cette année de la convivialité retrouvée après ces années de Covid qui nous ont un petit peu laissés souvent seuls à la maison. Eh bien, bonne année à vous aussi et merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal aujourd'hui, même en ce jour de grève. Merci beaucoup, merci Julia, merci.